Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette troisième conférence du colloque Wright pour la science. Merci à nouveau d'être venus si nombreux. Je crois que la salle est quasi pleine, ce qui montre certainement votre attachement à ces colloques, dont c'est cette année la 18e édition déjà. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis un journaliste scientifique et c'est moi qui vais vous accompagner durant la soirée pour la table ronde qui va suivre la conférence et aussi demain et encore après-demain pour les deux derniers colloques de la semaine. Comme chaque année, vous le savez, ces colloques accueillent ici des scientifiques de renom du monde entier. Cette année, bien sûr, ne va pas faire exception. Tous ont le simple plaisir, le bonheur de partager leurs recherches, leurs travaux avec vous. Ce soir, on va aller dans un univers un peu particulier où l'énergie n'a pas de couleur, vous le verrez. Il y a un fil rouge à cette semaine, c'est le thème qui a été choisi, vous le voyez ici, là, vous le voyez avec, voilà, au passé ici, la gravité. Encore que ce soir, on va faire un détour et parler plutôt d'antigravité, comme vous le comprendrez. Cette soirée, vous le savez, se déroule en deux parties. Il y a d'abord la conférence, à peu près 3/4 d'heure, une conférence qui sera faite en français, mais avec traduction simultanée en anglais. Donc, utilisez vos casques pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, la table ronde, elle, se fera en anglais, pour la simple et bonne raison qu'on aura une deuxième personne sur scène, c'est la conférencière de demain soir. Et donc, ça permettra une discussion interdisciplinaire en anglais, avec traduction simultanée en français pendant la session de questions-réponses. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions dans les deux langues. Une petite communication d'usage, je vous demande, vous le savez maintenant, de ne pas éteindre votre portable. Pourquoi ? Parce que, simplement de le mettre peut-être sur silencieux, mais de le garder allumé parce qu'il vous est possible de, outre les micros qui circulent dans les allées pendant la session de questions-réponses, de poser des questions par Twitter, des questions qui seront ensuite relayées sur la scène par quelqu'un, en l'occurrence Thierry Courvoisier, qui va m'aider pour ça. Et ça donne aussi l'opportunité à ceux qui nous suivent en direct, en live stream, à distance, derrière leur petit écran, d'également poser des questions par Twitter. Ça a assez bien marché les deux derniers soirs, donc on va continuer cette expérience. N'hésitez pas à le faire. C'est aussi peut-être, si vous n'avez pas le micro en main, ou si vous désespérez de ne pas avoir le micro, d'avoir une chance de plus de poser votre question. Pardon ? Pas de réseau 2G. Non, on est au 4G maintenant, bientôt au 5G. Voilà, bon. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'apprécier vraiment la gravité de la situation, vous me direz que la blague est facile, mais je crois que ce soir, on est vraiment à la soirée où il y a un des plus grands mystères de la thématique de cette semaine, et vous comprendrez pourquoi. On est vraiment face à un gros point d'interrogation. Donc avant de passer vraiment dans le vif du sujet, je souhaite passer la parole à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright, pour quelques mots d'introduction. Thierry. Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée. Les cosmologistes disent avec fierté faire une science de précision. Et cette fierté n'est pas totalement dénuée de justification, tant il est vrai que les paramètres qui décrivent l'évolution de l'univers sont maintenant connus dans beaucoup de détails. Il n'en reste pas moins que ces mêmes études indiquent que 95% de la matière que la gravité nous dit exister dans l'univers échappe à notre entendement. Nous avons donc une science, la cosmologie, basée sur la relativité générale, qui décrit avec précision l'évolution de notre environnement sur les plus grandes échelles, en faisant appel à des formes de matière dont les propriétés nous échappent totalement. Un voyage aux confins de cet univers est donc un élément indispensable pour une promenade autour de la gravitation. Et je suis très heureux que Claudia de Ram ait accepté l'invitation de la Fondation Wright pour nous servir de guide dans cette déambulation. Merci beaucoup, Thierry. Comme vous le savez, c'est la tradition, c'est
aussi le plaisir, j'imagine, de quelqu'un de l'Université de Genève de présenter l'oratrice de ce soir, en l'occurrence ce soir, Ruth Durer, qui est professeure de physique théorique ici à l'Université de Genève. C'est vraiment un très très grand plaisir pour moi d'introduire Claudia Dedam. Claudia est suissesse, elle est de Lausanne, même si elle a vécu 8 ans de son enfance au Madagascar. Elle a fait ses études de premier cycle à l'École Polytechnique de Paris et puis un master à l'EPFL. Après, elle a de nouveau quitté la Suisse, elle a fait son doctorat à Cambridge au Royaume-Uni et puis elle est partie pour des stages de postdoctorat au Canada. Après, elle est revenue en Suisse, elle a été professeure assistant chez nous à Genève et là, c'était l'occasion pour moi de la connaître et de apprendre qu'elle n'est pas seulement une scientifique excellente, mais aussi une personne très très sympathique. Et c'était pour moi une super année de l'avoir dans notre groupe avec son enthousiasme pour la physique. Elle a aussi donné le cours de relativité générale d'une façon un peu originale. Et c'était vraiment une belle année où elle est aussi devenue un peu une amie de moi, je crois. Malheureusement, elle est partie après. Là, il avait ce two-body problem avec son mari que nous, on n'a pas pu résoudre à Genève. Elle est allée aux États-Unis, à Case Western, où elle a été aussi professeure assistante. Et après, elle est restée là plusieurs années. Elle est devenue professeure associée. Et depuis 2016, elle est de nouveau en Europe. Elle a un poste de professeur maintenant à Imperial College à Londres. Sa recherche, c'est la cosmologie théorique et plus précisément les théories de la gravité ou les théories effectives de champ. Elle est le plus célèbre pour une théorie de la gravité massive où elle a élargi une théorie qui a été développée par Pauli et Firth dans les années 30. Elle a élargi cette théorie en théorie non linéaire, quelque chose qui a été démontré avant que ce n'était pas possible, mais Claudia, elle a trouvé un chemin et c'est quand même possible de faire une théorie consistante de la gravitation qui décrit des gravitons qui ont une masse et qui est non linéaire. Elle a gagné pas mal de prix et des awards dans sa recherche. Par exemple, cette année, elle a gagné le Adams Prize for First Class International Research in Mathematics Applied to Physics. Elle a été finaliste du Blavatnik Finalist for Young Researchers. Elle a aussi obtenu le EPFL Alumni Award l'année passée. Elle a obtenu le Wolfson Prize. Elle a un ERC Consolidator Grant qui est parmi les grants en Europe le plus prestigieux. Claudia n'est pas seulement une chercheuse avec beaucoup de succès, elle a aussi du succès dans sa vie privée. Elle est maman de 3 petites filles qui vont, j'espère, tous devenir des grands chercheurs comme leur maman. Donc, Claudia, s'il te plaît. Merci Ruth, et un grand merci à vous tous d'être là ce soir. Alors nous allons partir faire un voyage ensemble. Vous êtes prêts? Les ceintures attachées. Nous allons partir vers les extrémités de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons débuter ce voyage ensemble, mais on ne va pas le finir ensemble. Le point final, ça sera à vous et à moi, à nous tous, de le trouver. Ça va peut-être nous prendre des jours, des années, des siècles peut-être, mais j'ai confiance qu'on va arriver à destination ensemble à un certain moment, même si ce n'est pas forcément de notre vivant. Faire un voyage dans l'univers, c'est également faire un voyage dans notre passé. Et on va commencer par un passé qui n'est pas trop lointain. Et
pas très loin d'ici, dans ce parc que vous voyez, c'est le parc de Stourbridge, qui est en fait à Cambridge. Et si vous ne connaissez pas ce parc, c'est normal parce que de nos jours, c'est un parc assez ordinaire, mais pendant plus de 700 ans, depuis 1211, pendant plus de 700 ans, ça a été l'un des endroits les plus affluents, en tout cas d'Europe, si ce n'est du monde. Chaque année, dans ce parc avait lieu la foire de Stourbridge, qui était la foire la plus grande d'Europe. Et il y avait des visiteurs chaque année, très célèbres, qui y assistaient. Et en particulier, en 1665, une des personnes qui a visité cette foire est ni plus ni moins Newton, qui était à l'université de Cambridge, juste à côté. Alors, on connaît Newton par sa loi de Newton de gravitation, on y pense aux pommes, et comme les pommes tombent sur la Terre, on dit qu'il a compris comment la loi de gravitation de Newton a été pensée, a été créée, a été formulée de manière mathématique pour la première fois, qui ensuite a été généralisée aux lois de la gravitation par Einstein. Ça, c'est une des contributions de Newton. Il a fait de multiples contributions. C'est à cette foire également que l'on pense qu'il ait trouvé les principes de, c'est pas cela, mais les principes d'Euclide qui sont en fait à la base de la théorie de la géométrie, ensuite à la base de la théorie de la gravitation. Mais la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que dans cette foire, c'est là également où il a acheté son premier prisme. Et c'est grâce à ce prisme, le prisme de Newton, qu'il a compris pour la première fois que la lumière est en fait une superposition spectrale d'ondes à différentes fréquences, à différentes couleurs. Et la manière dont un prisme fonctionne, c'est en fait en diffractant les différentes ondes de la lumière. La lumière, elle voyage dans le vide à la vitesse de la lumière, qui est à 300 000 km par seconde dans le vide. Mais maintenant, si on n'est pas dans le vide, si on est dans un milieu, par exemple de l'eau, ou même de l'air, ou du verre, comme ici, la vitesse de la lumière est très légèrement différente de celle dans le vide, et elle dépend de la fréquence, ou de la couleur, ou de la longueur d'onde de cette lumière. Et donc, lorsque la lumière va dans ce verre, elle se propage à une vitesse très légèrement différente, dépendamment de sa couleur. Et c'est comme ça qu'on a une diffraction de la lumière. Ça, c'est ce que Newton a compris. Et ça, ce sont des observations que l'on fait tous, peut-être pas tous les jours, mais probablement chaque année. On sait tous que lorsque l'on observe un arc-en-ciel, ça veut dire qu'il a plu, exactement. Alors, nous sommes tous des observateurs dans l'âme, parce qu'en voyant des arcs-en-ciel, on sait tous qu'il y a des gouttes d'eau dans l'air, ou qu'en tout cas, c'est humide dans l'air. Donc, grâce aux arcs-en-ciel, on arrive à avoir une bonne idée de, en tout cas, certains éléments qui sont dans le ciel, dans l'atmosphère, sans avoir besoin d'y aller, juste en voyant cet arc-en-ciel. Alors, la question qu'on va se poser ce soir, c'est si peut-être il pourrait exister quelque chose d'analogue, non pas pour la lumière, mais pour les ondes gravitationnelles. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel de gravité ? Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite. On n'en a pas encore observé, malheureusement. Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait essayer de les regarder. Et peut-être que si on voyait des arcs-en-ciel de gravité, ou même si on ne les voyait pas, cela nous donnerait des indications sur la composition, non pas du ciel, mais peut-être de l'univers à part entière. On en a entendu lundi, grâce à professeur Damour. On va en entendre demain. Mais les ondes gravitationnelles ont été détectées directement pour la première fois il y a quelques années. Ça, c'est l'événement de 2015 qui a été, ici, c'est l'événement de 2015, qui est la première détection directe, grâce à des interféromètres, d'ondes gravitationnelles. Maintenant, ces ondes gravitationnelles, pour nous arriver à nous, elles ont parcouru des millions d'années-lumière. Et pratiquement 100 millions d'années-lumière, pratiquement des milliards d'années-lumière. Alors, si elles se sont propagées sur de telles distances, en voyant quel est leur spectre, en voyant si oui ou non il y a des arcs-en-ciel de gravité, ou s'il y a une modification de leur relation de dispersion, on pourrait peut-être avoir une compréhension plus précise de la composition de l'univers.
Et en effet, quand on regarde l'univers à de grandes échelles, si on va zoomer au-delà de notre galaxie déjà, on voit que la composition de l'univers, on voit que l'univers est en fait très mystérieux. On ne le voit pas, on l'observe plutôt, mais si on regarde déjà à des distances de l'ordre de la taille d'une galaxie, qui est plus ou moins de l'ordre de 100 000 années-lumière, on voit que toute la matière, je parle de matière, mais par là, c'est vraiment tout ce qu'on connaît, que ce soit vous et moi et les chaises et l'air et tout ce qu'on a dans cette salle et toutes les planètes et toutes les étoiles et toute la poussière interstellaire. Tout ça, si on compte toute cette matière, toute cette masse que je vais appeler visible, qui n'est pas nécessairement visible, mais toute cette matière visible, ça ne me permet pas d'expliquer la masse totale de la galaxie. On peut, en regardant le mouvement d'étoiles, ça c'est très symbolique, ce n'est pas du tout à cette vitesse-là, mais très symboliquement, si on regarde le mouvement d'étoiles à la périphérie des galaxies, on peut avoir une compréhension de la masse totale de cette galaxie. On voit qu'elle est bien supérieure à la masse visible des galaxies. Et donc, pour expliquer cette grande masse de galaxies qui est beaucoup plus grande que la masse visible, il faut postuler l'existence de matière noire et savoir que les galaxies, toutes les galaxies et même les amas de galaxies sont plongés dans des nuages de matière noire. Alors ça aussi, c'est une vue d'artiste. On ne la voit pas, la matière noire. Ça, c'est juste pour vous donner une impression du nuage de matière noire dans lequel les galaxies et les amas de galaxies sont plongés. Cette matière noire, on ne communique pas avec elle. Elle n'émet pas de la lumière, en tout cas pas qu'on ait détecté jusqu'à maintenant. Elle n'interagit pas directement avec nous, mais on sait qu'elle agit gravitationnellement et qu'elle a un effet sur les étoiles et sur l'évolution de l'univers. Maintenant, si on zoome encore plus loin, dans des distances encore plus grandes dans l'univers, on voit que les choses sont encore plus mystérieuses. On ne va pas non de l'ordre de 100 000 années-lumière, ni l'ordre du million d'années-lumière, mais sur des distances de l'ordre du milliard d'années-lumière, sur vraiment des distances énormes, sur des distances cosmologiques. Et là, je prends le temps de vraiment zoomer pour vous donner la réalité des distances auxquelles on a affaire. Et si on regarde comment l'univers se comporte sur de telles grandes distances, on voit que cette matière visible et cette matière sombre, cette matière noire, n'expliquent pas tout le comportement de l'univers. Ce qu'on voit, c'est que l'univers est en fait en expansion. Ça, c'est une observation qu'on sait depuis maintenant bien des années. On voit que lorsqu'on regarde des étoiles ou des explosions d'étoiles extrêmement loin de nous, elles se déplacent toutes par rapport à nous. Et ce n'est pas quelque chose de spécial par rapport à nous. Tout observateur dans l'univers voit la même chose. Nous nous déplaçons par rapport à tout autre observateur dans l'univers. On peut voir cela sur un diagramme de Hubble, si vous voulez, en regardant comment certains objets, ça ce sont des objets célestes, par exemple des explosions d'étoiles, en regardant comment ces objets se déplacent par rapport à nous, donc ça c'est leur vitesse par rapport à nous, en fonction de leur distance par rapport à nous. Ça, c'est une unité de distance qu'on aime bien utiliser en cosmologie. Et on voit que plus un objet est éloigné de nous, plus il s'éloigne par rapport à nous. Ça correspond à une expansion de l'univers dans toutes les directions. Alors, dès qu'on dit expansion, souvent on se pose une question. Exactement dans quoi est-ce qu'il s'étend l'univers ? Et je vais vous donner une réponse qui ne va pas vous plaire du tout, mais je vais quand même vous la donner. Dans rien. Dans lui-même. Il n'y a que l'univers. Il n'y a rien d'autre que l'univers. L'univers, c'est tout l'espace, c'est tout le temps. En dehors de l'univers, il n'y a rien. Il n'y a pas de notion d'espace en dehors de l'univers. Il n'y a pas de règle avec laquelle vous pouvez mesurer quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien. Tout ce qu'il y a, c'est l'univers. Alors, je sais que souvent, on vous représente ce genre d'image sur l'évolution de l'univers. Et la raison pour laquelle on vous représente ça, c'est parce que je ne vais pas commencer à couper ce transparent. Je ne pense pas que ça va rendre les gens de l'université très heureux, mais il n'y a rien. Tout ce qui est ici, ce n'est rien. Je n'arrive pas à le représenter, mais ce n'est pas de l'espace en dehors de l'univers,
c'est juste rien. L'univers est né peut-être dans un Big Bang, mais ce n'est pas l'image que je vais vous montrer ici. Ce n'est pas un point au centre de l'univers à partir duquel quelque chose est né qui s'est étendu dans un autre milieu. Ça, c'est une image fausse. Il n'y a rien d'une extrémité de l'univers. Il n'y a rien de la limite de l'univers. Ça, ce n'est pas l'image de notre univers. Notre univers, on pense que très probablement, dès sa création, dès ce qu'on appelle peut-être le Big Bang, dès ce point-là, il a été d'une taille infinie, dès sa création. Complètement infini. Alors l'infini, c'est quelque chose qui nous dérange un peu. Ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de travailler avec, ce n'est pas quelque chose dont on se sent très à l'aise avec. Alors c'est peut-être un peu plus facile pour nous, en tant qu'être humain, de penser à quelque chose qui soit fini. Et c'est possible, on ne pense pas forcément que ce sera le cas, mais c'est possible que l'univers, en fait, il soit fermé, refermé sur lui-même. En ce moment-là, il serait fini, il pourrait être sous forme de la surface d'une sphère, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement une sphère, mais ça pourrait être le cas. Quand je pense à la surface d'une sphère, c'est quelque chose qui a 2 dimensions. Alors, pour me représenter mentalement la surface d'une sphère, l'univers comme une surface d'une sphère, il faut que je fasse abstraction d'une des 3 dimensions spatiales de notre univers, que je pense simplement à nos 2 dimensions spatiales de notre univers et que je pense qu'elles soient refermées sur une sphère. En ce moment-là, c'est un peu plus facile pour nous de nous représenter ce que ça voudrait dire que l'univers s'étend. On pourrait penser que l'on vit sur la surface de cette sphère, de ce globe, si vous voulez, et que ce globe, ou cette sphère, elle s'étend elle-même. Et vous pouvez voir que n'importe quelle galaxie, ici, à la surface de cette sphère, ils s'éloignent les uns par rapport aux autres. Vous voyez aussi que si vous êtes sur la surface de cette sphère, il n'y a aucun point privilégié. Il n'y a pas de centre de cette surface de cette sphère. Et en dehors de cette surface, que l'on se représente en ayant une autre dimension ici, ça, ce n'est rien. Ce n'est pas une autre dimension de l'univers, ce n'est pas une autre dimension de l'espace, c'est juste notre manière à nous de pouvoir se représenter ce que ça voudrait dire que l'univers s'étend. Mais maintenant, on est sur le thème de la gravité. Et qu'est-ce que la gravité a à voir là-dedans? Eh bien, la gravité, c'est une force attractive. On a tous, quand je vous ai envoyé les pommes, vous pensiez tous que vous allez la recevoir sur la tête. Et j'ai essayé de ne vous pas envoyer une pomme de masse trop lourde, sinon ça ferait plus mal. Maintenant, on a tous l'habitude que cette force de la gravité est attractive. Et si je pense qu'on a différentes masses, par exemple 2 galaxies, la gravité étant attractive, elle devrait vouloir rapprocher ces galaxies. Donc même si elle ne les rapproche pas forcément, on pense qu'il devrait y avoir une force qui diminue l'expansion de l'univers. Cela voudrait dire que si on regarde dans notre passé proche, on devrait s'attendre à ce que l'on observe, c'est plus que peut-être tout au début de l'univers était en expansion, mais on s'attendrait à ce que l'univers, doucement, commence à peut-être se recontracter, ou en tout cas que cette expansion ne continue pas à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur ce diagramme de Hubble? Si on va dans des distances encore plus grandes, comme on l'a dit, regarder à de grandes distances, ça correspond à regarder plus dans le passé. Et donc, si cette expansion, elle s'atténue, ça veut dire que les objets dans le passé devaient aller plus vite que les objets qui sont plus proches de nous. Donc, ça veut dire que si on regarde à ce qui se passe à de grandes distances, on devrait s'attendre à ce que la vitesse de ces objets par rapport à nous soit un peu plus grande que ce qui est à basse énergie. Donc, on devrait s'attendre à quelque chose comme ça. Alors maintenant, mes collègues observateurs, ils peuvent aller voir ce qui se passe pour certains objets. Et ce qu'ils ont observé, c'est exactement le contraire. On observe l'opposé. Alors, ce qui veut dire, c'est que les objets qui sont plus loin, qui étaient dans le passé, en fait, ils s'éloignent par rapport à nous proportionnellement à une vitesse qui est un tout petit peu plus lente que ce qu'on s'en attendait.
Et ça, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'en fait, cette expansion de l'univers, elle n'est pas en train de ralentir, au contraire, elle est en train de s'accélérer. L'univers n'est pas non seulement en train de s'étendre, mais cette extension, elle va de plus en plus vite. Et ça doit être vrai parce que ça a reçu un prix Nobel. En 2011, ces 3 jeunes hommes ont reçu le prix Nobel pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers à travers des explosions d'étoiles. Mais dire que l'univers est en expansion accélérée, c'est un fait, c'est une observation. Mais d'un point de vue cosmologiste, on doit comprendre qu'est-ce qui est la source de cette accélération. Parce que la matière ordinaire dont nous sommes composés, vous et moi, et la matière sombre dans laquelle les galaxies, les amas de galaxies sont plongés, ils ne vont pas vouloir faire accélérer l'expansion de l'univers. Au contraire, on penserait qu'il la ferait réduire. Et donc, pour expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers, on doit postuler l'existence d'une nouvelle substance qu'on va appeler énergie sombre. Mais appeler quelque chose énergie sombre, ça ne veut pas dire qu'on sait nécessairement ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on l'a découvert. Je peux l'appeler n'importe quoi. Je peux l'appeler Globibulga si je veux. Ça ne change rien. C'est juste un nom qu'on a donné à notre ignorance de ce qui est la source de l'accélération de l'univers. On a certaines notions de comment cette énergie sombre doit se comporter. On sait que ça ne peut pas simplement être des masses présentes localement, parce qu'on sait qu'en ce moment-là, ça ne voudrait pas faire accélérer l'univers. On sait que cette énergie sombre, en fait, elle doit correspondre à une certaine substance dans la densité d'énergie, on peut le traduire ça peut-être en tant que densité de masse, est constante ou presque constante dans tout l'univers. Et donc, pour essayer d'analyser un tout petit peu plus près ce que cette énergie sombre pourrait être, quelle est l'origine de cette énergie sombre, on va d'abord retourner à l'origine de la matière ordinaire et voir si on peut comprendre ce que c'est. Alors la matière ordinaire dont nous sommes composés, toutes les matières dont nous sommes composés, la Terre, tous les objets ici, l'air, etc., est composé de molécules, qui est composé d'atomes, qui est composé d'électrons qui sont autour d'un noyau. Ces noyaux ils sont composés de protons et de neutrons, qui sont composés de quarks à l'origine. Et les quarks et les électrons et tout ce genre de particules font partie des particules du modèle standard des particules, qui englobe toutes les particules qui composent la matière, ainsi que toutes les particules qui correspondent aux forces fondamentales et qui est représentée en une formule simple ici, sur cette robe, où phi est le boson de Higgs, qui a été découvert au LHC. Ça, c'est peut-être un moyen un peu plus comique de vous représenter toutes ces particules. La raison pour laquelle je vous représente ça, c'est parce que c'est plus rigolo, mais aussi parce que ça met bien en évidence que le graviton est présent en tant que particule fondamentale. En apprenant tous entendu parler de ce mystère de comment associer la force de la gravité avec les autres forces ou avec les autres particules du modèle standard de la physique des particules. Mais à basse énergie, ce que je vais dire perturbativement, à basse énergie, il n'y a absolument aucun problème pour inclure le graviton parmi toutes les forces et parmi toutes les particules du modèle standard des particules. On peut l'inclure assez facilement ici. Et on s'imagine aussi comment on pourrait, a priori, inclure de la physique au-delà du modèle standard de la physique des particules pour peut-être incorporer la matière noire, qui va expliquer comment les étoiles aux périphéries des galaxies se propagent, par exemple. Quel est leur mouvement. Et toutes ces particules du modèle standard, celles-là qui forment la matière, celles-là qui donnent les forces faibles, les forces fortes, le photon ici qui transmet la force électromagnétique et le graviton qui transmet la force gravitationnelle. Toutes ces particules font partie du modèle standard, on peut ajouter le graviton. Et toute cette matière-là, on pense qu'elle est concentrée au niveau des galaxies et au niveau des amas de galaxies avec la matière sombre. Ça, c'est une combinaison, par Illustris, une combinaison de simulation numérique qui est en concordance avec des
analyses analytiques et en concordance avec des observations qui nous montrent comment la matière sombre s'est mise en forme de structure dans l'univers et qui a donné naissance aux amas de galaxies, puis aux galaxies, et ensuite au système solaire, etc., dans ces structures de l'univers. Donc toute la matière sombre, la matière noire et la matière visible, est concentrée dans ces structures dans l'univers. Mais l'énergie sombre, quant à elle, elle est diluée partout dans l'univers. Non seulement dans la structure dans laquelle les galaxies, les amas de galaxies vivent, mais également dans le vide entre les galaxies et les amas de galaxies. Et cette énergie sombre, on sait qu'on interagit très très peu avec elle, ou pas du tout. On sait que une des seuls moyens de communiquer avec elle, c'est à travers la force de la gravité. Et en soi, cette énergie sombre, elle est présente partout. Elle est présente un tout petit peu dans cette salle. Il y en a un peu ici, il y en a un peu ici, il y en a un peu ici. Mais si on regarde la densité d'énergie, et je vais traduire ça en densité de masse, parce qu'on sait tous, grâce à Einstein, qu'il y a E égale mc carré, donc il y a une relation entre la masse et l'énergie. Cette relation de densité d'énergie sombre, localement, si je prends juste, par exemple, un mètre cube, donc dans un volume comme ça, si c'était de l'eau, ça peserait 1 tonne, mais pour l'énergie sombre, ça pèse 10 à la puissance moins 28 kg. Donc ça, c'est très petit. Pour vous donner plus une idée de ce que ça représente, en fait, ça représente comme si c'était la masse d'une fourmi dans un volume d'un cube qui fait 10 000 km de côté. Donc pratiquement la taille de la Terre. Non, ça vous explique pourquoi sur Terre, ou dans le système solaire, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter de cette énergie sombre. Vraiment, quand on envoie des fusées sur la Lune, on n'est pas en train de se demander comment les fourmis se propagent sur la Terre. Ça a vraiment très peu d'effet. Sur la Terre, dans le système solaire, dans la galaxie, cette énergie sombre, elle est vraiment extrêmement petite par rapport à tout ce qu'il y a d'autre. Mais simplement, cette énergie sombre, elle est diluée partout dans l'univers, avec une densité d'énergie que l'on pense qui est presque constante partout dans l'univers. Et comme elle est présente également dans le vide, peut-être que regarder ce qui se passe dans le vide, ça pourrait nous donner une indication de ce que cette énergie sombre pourrait être. Alors maintenant, si vraiment on zoome dans une partie du vide, on prend toutes les galaxies à part, on enlève tout ce qu'il y a, et qu'on zoome dans l'infiniment petit, même si j'essaie de prendre tout ce qu'il y a, j'enlève toute la matière, j'enlève toutes les particules, toute la lumière, tous les neutrinos, tout ce que je puisse enlever, j'enlève. Il y aura quand même quelque chose qui est un peu présent, de l'énergie présente. Il y a quand même des fluctuations quantiques dans le vide auxquelles personne ne peut faire abstraction. Elles sont présentes. Je ne peux pas forcément les détecter grâce à une machine ou grâce à un collider, mais elles sont quand même présentes là. Ça, ce sont des fluctuations quantiques qui donnent une énergie dans le vide. Le vide n'est pas absent de fluctuations quantiques. Toutes les particules du modèle standard des particules, on a discuté avant, ont des fluctuations quantiques dans le vide. En français, la meilleure manière que je puisse vous dire ça, c'est que le vide n'est pas vide. Et ça a l'air d'un tout petit peu d'être une tautologie, mais c'est quelque chose qui est assez profond. En anglais, c'est peut-être un peu plus facile à dire. C'est vraiment the vacuum, qui est notre notion de vide, absence de particules, is not empty of energy. Le vide n'est pas dénué d'énergie. Il a quand même de l'énergie qui est présente, qui est de l'énergie présente à travers ces fluctuations quantiques du vide. Et donc, puisque dans la formulation du modèle standard de la physique des particules, avec toutes les particules ou les ondes associées aux particules, les champs associés aux particules, on s'attend à ce qu'il y ait ces fluctuations quantiques du vide qui seraient présentes partout dans l'univers et donc qui auraient une densité qui est constante. Cela pourrait nous donner une explication très naturelle à l'origine de l'énergie sombre. Donc en fait, on est dans une bonne position. On a nos observations cosmologiques d'un côté qui nous disent que l'univers est en expansion, non seulement ça, mais que cette expansion est également accélérée. Et de l'autre côté, on a notre physique des particules, ou la théorie des champs plutôt, la théorie quantique des champs, qui nous dit que
dans le vide, il devrait y avoir des fluctuations quantiques et qui donnent naissance à une énergie du vide dont la densité d'énergie est presque constante, qui couvre tout l'univers et donc qui pourrait expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Alors je sais que c'est un peu facile pour certains d'entre vous. Je sais qu'il y a des malins dans la salle pour qui vous vous ennuyez et qui vont poser des questions très corsées à la fin, parce que ça arrivait lundi. Alors on va faire un petit calcul. On va calculer cette énergie du vide. Okay? Alors, on va prendre certaines particules. Ça, ce sont les particules du modèle standard. On va prendre le Higgs, par exemple. On n'a pas besoin de prendre le Higgs, mais on va prendre le Higgs parce que c'est la nouvelle vedette. Et on connaît la masse du Higgs. La masse du Higgs est plus ou moins de l'ordre de 125 gigaelectronvolts. On peut remettre ça en termes de masse, d'échelle de masse, on a peut-être plus l'habitude, de l'ordre de 10 à la puissance moins 25 kg. Et ce qu'on va faire, c'est juste estimer la contribution du boson de Higgs à l'énergie du vide. Et on va voir si c'est plus ou moins du bon ordre de magnitude pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors, lorsqu'on pense à la théorie quantique, il y a toujours une dualité entre la particule et l'onde. Et le Higgs ne fait pas exception. Le Higgs, on l'a considéré comme particule, mais c'est également une onde. C'est une dualité de description entre les deux. Si on pense au Higgs comme étant une onde, il a naturellement une longueur d'onde qui est associée à sa masse, qui va comme l'inverse de sa masse. Donc, une estimation assez brute, mais quand même une estimation qu'on pense ne devrait pas être trop mauvaise, c'est de se dire, plus ou moins, cette énergie du vide venant juste du boson de Higgs devrait avoir plus ou moins la contribution d'un boson de Higgs dans une boîte qui fait la taille de la longueur d'onde du Higgs. D'accord ? La longueur d'onde du Higgs, c'est de cet ordre de magnitude-là, 10 à la puissance moins 18 mètres. Comme c'est des grandeurs d'échelle dont on n'a pas tout à fait toujours l'habitude de travailler avec, en tout cas pour moi, je vous ai juste montré quelque chose pour vous donner un repère. Ça représente 9 ordres de magnitude entre quelque chose qu'on a l'habitude dans la vie de tous les jours, pour aller de la taille d'un pastèque jusqu'à la taille d'une molécule d'eau. Ça représente plus ou moins 9 ordres de magnitude. Maintenant, si on veut aller à la taille de cette boîte, il faudrait encore faire 8 ordres de magnitude pour aller de l'ordre de 10 à la puissance moins 18 mètres. Donc, juste pour vous donner une notion de... ce volume n'est pas très, très grand, en fait. OK, on va considérer ça. Alors, on a la masse d'un boson de Higgs dans une boîte de cette taille. Donc, la densité du boson de Higgs dans cette considération, ou la densité de l'énergie du vide venue du boson de Higgs voudrait être plus ou moins la masse du boson de Higgs sur le volume de cette boîte. Et ça, c'est le calcul qu'on va tous faire. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait être plus ou moins de l'ordre de 10 à la puissance moins 29 kg par mètre cube. Maintenant, on va juste comparer cet ordre de magnitude avec celui dont on avait besoin pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Et là, il y a juste un tout petit souci, c'est que les chiffres ici sont dans ces unités, ça c'est juste un accident, sont plus ou moins les mêmes, mais il y a un signe moins ici, ça va comme 10 à la puissance moins 28, alors que ça va à 10 à la puissance plus 29. Le fait qu'il y avait un plus et un moins, ce n'était pas une erreur de calcul, c'était vraiment que l'on a des estimations théoriques, c'est juste des estimations, mais c'est une estimation basée sur notre théorie qui est extrêmement bonne, qui nous a permis de prédire le boson de Higgs, qui marche extrêmement bien dans n'importe quelle autre situation. Et quand on compare ça avec ce dont on a besoin pour expliquer nos observations cosmologiques, on a 57 ordres de magnitude en erreur. Ça, c'est la plus grande erreur d'estimation dans toute l'histoire de la science. Alors, pour ceux d'entre vous qui allaient au cours de maths demain, quand vous aurez oublié un facteur de 2π, vous leur direz au moins, ce n'est pas 56 ou 57 ordres de magnitude différents par rapport à ça. Ça, ce n'est pas juste une petite erreur. C'est quelque chose qui fait absolument aucun sens. Et je n'ai pas la solution.
Peut-être vous avez, mais je n'ai pas la solution. Alors, la seule chose que je puisse dire, c'est que clairement, si c'est l'énergie du vide, en ce moment-là, qu'il faut qu'on reconsidère tout ce qu'on a considéré jusqu'à maintenant. Ou peut-être que c'est ce qui fait la naissance à l'expansion accélérée de l'univers, ce n'est pas l'énergie du vide. Peut-être qu'en fait, l'énergie du vide, elle est vraiment égale à zéro. Peut-être qu'il y a des compensations entre différents termes que je n'ai pas inclus dans mon estimation et qu'en fait, elle est exactement égale à zéro. Mais alors, on est de retour à la question initiale. Quelle est cette énergie sombre? Quelle est son origine? Et ça, c'est une question d'ordre d'actualité dont on est tous en train de chercher des certaines solutions. Ça, c'est un diagramme des différentes possibilités. Je ne vous demande pas de lire tout en détail, c'est les différentes possibilités que j'ai écrites en 2008, il y a 10 ans. L'été dernier, j'ai regardé toutes les possibilités qui arrivaient entre-temps. Ça va entre tous les différents trucs, et on va entre Galiléon, entre caméléon, entre membrane, entre multiverse, entre extra-dimension, etc. On n'est vraiment pas dépourvu d'idées. On a plein d'idées, mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est de se calmer un tout petit peu et de retourner à nos sources et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut distinguer entre tous ces modèles. Est-ce qu'il y a un de ces modèles qui est vraiment l'explication de l'énergie sombre? Et on va retourner à ce dont on est parti, cet arc-en-ciel. Et est-ce que cet arc-en-ciel pourrait éventuellement nous donner des notions de ce qu'est cette énergie sombre ou ce qu'elle n'est pas? Parce que les ondes gravitationnelles, elles se propagent dans l'univers, elles se propagent à travers des milieux qui n'ont peut-être pas de matière noire, mais qui aura de l'énergie sombre. Alors, si elle se propage à travers l'énergie sombre, si elle interagit même un tout petit peu avec elle, peut-être qu'on peut le détecter et l'apercevoir grâce à une représentation différente de la relation de dispersion des ondes gravitationnelles. Et en 2017, il y a eu pour la première fois l'observation non seulement d'ondes gravitationnelles, mais associées à elles, des ondes électromagnétiques, de la lumière. Ça, c'est quelque chose, on en a déjà parlé lundi, et on va peut-être en parler encore demain. Mais ça a eu des conséquences énormes, parce que l'on a pu, à partir de là, déterminer avec extrême précision la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. On peut voir ici qu'il y a, durant tout ce processus ici de merger, une génération ici d'ondes gravitationnelles, et juste après, ici, des ondes électromagnétiques qui ont été envoyées. Ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir très bien ici. C'est aussi des ondes électromagnétiques qui ont été observées quelques jours après. On parle du mois de... Ouais, je ne vois pas les jours exactement, mais c'est quelques jours après que l'on peut observer. Ça, c'est à des fréquences qui sont un peu différentes par rapport à celles qui ont été émises juste après. Alors ça c'est pas quelque chose qu'on a vu à l'œil, ça c'est une impression d'artiste. Mais ces ondes gravitationnelles et ces ondes électromagnétiques, elles ont parcouru 10 à la puissance 15 secondes lumière. Ça veut dire qu'elles ont mis 10 à la puissance 15 secondes pour arriver à nous. Et pourtant, sur ces 10 à la puissance 15 secondes qu'elles ont mis pour arriver à nous, elles sont arrivées exactement au même moment que les premiers signaux lumineux, juste avec, au pire, 2 secondes d'écart. Et ces 2 secondes, on peut même les comprendre parce que la lumière n'a pas forcément été émise exactement au même instant que les ondes gravitationnelles. Donc ça nous dit que les ondes gravitationnelles, même si elles ont une fréquence, ici, cette fréquence d'observation, elle est en Hertz, qui est extrêmement différente de la fréquence des ondes lumineuses qui ont été observées, elles se sont propagées exactement à la même vitesse que la lumière. Et donc, ça veut dire que l'énergie sombre, en tout cas à ces fréquences, elle est complètement transparente par rapport aux ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles ont traversé tout ce milieu cosmologique avec toute cette énergie sombre présente, et pourtant cette énergie sombre n'a pas du tout affecté aucune des longueurs d'onde, aucune des fréquences d'ondes gravitationnelles qui ont été observées. Donc ça nous donne une indication extrêmement précise sur l'indice de diffraction de l'énergie sombre aux fréquences observées par les ondes gravitationnelles
à LIGO, qui est de cet ordre de magnitude-là en Hertz. Donc, à ces fréquences-là, on a déjà des mesures bien précises de ce que pourrait être l'indice de diffraction de l'énergie sombre. Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité, une quantité qu'on sait dorénavant sur l'énergie sombre. Maintenant, dans le futur, on espère qu'il y aura d'autres missions, le LISA et Pulsar Timing Array, qui vont nous permettre de mesurer ou d'observer des ondes gravitationnelles à d'autres fréquences. Et dépendamment de l'indice de diffraction de l'énergie sombre à ces autres fréquences que l'on observera, peut-être ce sera toujours 1, peut-être ce ne sera pas 1, mais on pourra en déduire avec beaucoup plus de précision comment cette énergie sombre elle interagit avec la gravité. Alors pour conclure, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas de solution. On n'est pas arrivé à destination. Nous ne savons toujours pas exactement ce que c'est que cette énergie sombre. Ça, ce sera probablement à vous, ou peut-être à nous tous, de le découvrir. Mais grâce aux ondes gravitationnelles, on a déjà une indication beaucoup plus claire de ce que l'énergie sombre n'est en tout cas pas. Et parmi tous les modèles que je vous ai montrés avant, il y en a beaucoup déjà qui ont été éliminés grâce à ces détections d'ondes gravitationnelles. Alors, je vais juste finir avec une citation de Marie Curie qui dit que dans la vie, il n'y a rien à craindre, il y a tout à comprendre. Et j'aimerais juste porter hommage à Marie Curie ce soir, qui fête son 150e anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie Curie. Je ne sais pas combien d'entre vous savent qui Marie Curie est. C'était la première femme à recevoir le prix Nobel de physique, la seule d'entre 3 femmes à avoir reçu le prix Nobel de physique. La dernière des 3 femmes à recevoir le prix Nobel de physique, c'était cette année. Et la seule femme à avoir reçu 2 prix Nobel, un en physique et un en chimie. Donc, joyeux anniversaire, Marie Curie. Merci. Merci beaucoup, Claudia Daram, pour ce vertigineux voyage. Comme vous le savez maintenant, on va passer à une longue session de questions-réponses. Vous aurez toutes et tous l'occasion de poser vos questions en français ou en anglais. And now I'll switch to English because the discussion now will be held in English. So please, there, ask your question both in French and in English. There is a simultaneous translation. And for the discussion, I have the great pleasure to invite on stage our speaker of tomorrow about gravitational wave, which is a good point because you mentioned so many times gravitational waves. And this is Gabriela Gonzalez. Please. Is it possible to have some light in the room so that I can see the questions arising? Thank you. Gabriela, so I'll present you in a very few words. So you're one of the co-discoverers, if I can say that, of the first observation of the gravitational wave in 2015, which were announced 2 years ago. Can you tell us, I mean, how it helps, in your words, how it helps to kind of decipher this mystery of dark energy? Well, Claudia actually explained it really well. Wait. Mike? Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Yes. That sounded like a cell phone advertisement. Claudia explained it really well. Actually, I don't know much about these predictions, but I'm with gravitational waves, with the observation of gravitational waves, excuse me, we are learning already a lot of things, like masses of black holes that we couldn't see before, learning that they are in pairs, learning where they are, and seeing a rainbow of gravitational waves to explain dark energy, seeing how they propagate through space at different speeds, it's something that we would love to do. I think it's going to take a little while, though. Claudia mentioned the vacuum energy. So we have, in a way, to imagine
particles popping out of the vacuum and then disappearing again into the vacuum, right? Is that creating gravitational waves so that we can maybe see them sometimes? You're getting into very dangerous territory. In principle, yes, because in principle, all you need to produce gravitational waves are masses that are not in a spherically symmetric configuration that are accelerating. And particles and antiparticles being created and annihilating themselves do that. However, you are at an energy level where classical theory of relativity, Einstein's theory of relativity, breaks down. So you cannot really apply to phenomena at that energy scale, at that length scale. We need, and there are many people working on unifying, having a theory that explains both the quantum phenomena and the gravitational phenomena. And there are a few predictions out there, but we don't have a way to test them yet. So we need more experiments, or we need predictions that we can test. Claudia, there's something you didn't mention at all during the presentation, and this is the so-called cosmological constant. This is a term that Einstein added to its equation at the time because he was, disturbed. He added this term to have a kind of static universe. And this cosmological constant is often linked to dark energy. Can you explain how and why? So this vacuum energy is a cosmological constant. It is exactly a cosmological constant. I didn't use the term cosmological constant, but it is the most likely, the most natural explanation to dark energy. It would be just vacuum energy is a natural candidate for the cosmological constant. What's interesting indeed, that Einstein put the cosmological constant as a term that one can put in Einstein's equations for relativity. And at the time, the reason he introduced it was because observations were there was no observation of the expansion of the universe. At the time, people thought that the universe was static. But he could understand that there was all this stuff present in the universe, there's galaxies and everything, all the stars. And he understood that this would make the universe evolve. And therefore, he thought, well, if I add the cosmological constant at the time, that could possibly make the universe being static, compensate all the stuff present in the universe and keep it static. But in reality, while in principle you could find a solution for which the universe would be static in the presence of a cosmological constant, it's not a stable solution, in the sense that if you have found this static solution, you add just a tiny little bit more stuff, and then the universe collapses. You add just a tiny bit more cosmological constant, and then the universe expands and actually accelerates. So it's not actually a stable solution, and he removed it. Mm-hmm. Since the observation of the accelerated expansion of the universe, then people have put it back on. But putting a term in your equation is not a physical explanation of what's going on. Putting something there doesn't mean that you understand what it is. It is something a priori we can put, but it has the same cosmological constant problem as the vacuum energy has. This vacuum energy is what contributes to this cosmological constant. And if we expect it to be huge when we observe it to be extremely small, it doesn't match the observation. So we need to explain why the cosmological constant is so small when it has contributions feeding into it, which are the ones from vacuum energy, which are large, huge. Mm-hmm. So that's the cosmological constant problem, which is the reason why people have explored alternatives to just having a cosmological constant. So let's come to this point. But before that, let's come back to this huge discrepancy. You mentioned a factor of a power of 57, right? Mm-hmm. I read many times 120. Yes, yeah. What's the right one? And how first and then how do you deal in your formulas, in your equations, with such a big problem? So I've given you the conservative estimation. I've given you the estimation with just stuff that we do know. We do know that the Higgs boson is present. We do know its mass.
We do know its quantum wavelength. So these are all things, solid physics. And that gives you 56 or 57 orders of magnitude discrepancy. Now, in principle, you can imagine that there's physics beyond the standard model, and there'll be physics and particles, possibly, with masses all the way up to the Planck scale, which is the scale of gravity, which is the largest possible scale we can trust gravity in its current stage. So we can imagine that if we consider the contribution from all of this stuff, all the way to the Planck scale, then that would lead to a contribution to the cosmological constant, which is actually 120 orders of magnitude discrepancy compared to what observations tell you. So this 120 orders of magnitude is probably what we usually hear. And I would say that that's maybe putting it a little bit too far, because I don't know that we should really go all the way up to the Planck scale. If I just trust what I know there's already a huge discrepancy. And that's the 56 orders of magnitude. And mathematically speaking, how do you deal with this? I mean, you just put one number and then you try again with another number in your equations? How do you do that? I mean, mathematically, what you can do is simply say, well, actually, this is 0. Maybe there's a symmetry that sets it to be 0. What I haven't said is that in doing this estimation for the vacuum energy, we actually need to compute some loops, some quantum loops, and we need to explain how we're going to regularize some infinities. I've assumed a quite conservative way of regularizing these infinities, but in principle, you could have an answer which is infinite. Now, we never trust an infinite answer, and we always need to make sense of it and say, well, if the answer is infinite, it's because it's relying on physics that we don't know whether we can trust, really. So let's just go up to physics that we can trust. So mathematically, we need to understand what is the limit of our knowledge and how we implement that in a mathematical equation. Another question, you also mentioned it in your presentation, it's called dark energy or globibulga, but it's maybe something that we don't need. I mean, there are some alternative theories that just get rid of dark energy. That might be something that we miss in the current equations. So can you tell us a bit more about the alternative theories that don't take into account dark energy? That's right. So in that sense, let me just take the perspective that dark energy, a cosmological constant, is one candidate for dark energy. Let me take that perspective. So let's imagine we don't have any dark energy. That means no cosmological constant, no dark energy. What is possible is that, we infer the need of dark energy because we make observations, and we trust the theory of general relativity, we trust its validity up to large cosmological distances, and then from there we infer first that the universe expansion is accelerating, and that we need some dark energy to source this acceleration. But all of that is based on the assumption that general relativity is a valid description of the force of gravity on those distance scales. But the only probe that we have on gravity at these distance scales is cosmology. So we don't know that it really is the correct description of what's going on these distance scales. We have no other way to test that. We have no other system which is so big that we could test that. So maybe the force of gravity is not following quite precisely that of general relativity on those distances, and maybe that can alleviate or completely get rid of the need of dark energy. That's a possibility. And you also said it, through or thanks to the gravitational wave, you can constrain or eliminate some of those alternative theories. So in a way, your field helps a lot what the theoreticians are doing. Well, of course, my field on gravitational waves has a lot to do with believing, but also testing the Einstein's theory of general relativity. And there are many tests, there are many experiments that are dedicated to test the theory. In general, people like us and people like the ones who were measuring the expansion of the universe, we believe the theory, and then we believe the predictions of the theory, but then we compare them with the data. And that's what happened with the expansion of the universe. It just didn't agree with the data. It was accelerating. It wasn't slowing down. With us, so far, we don't have enough
precision in our tests, but as our detectors get better and better, and as there are other detectors of gravitational waves of different wavelengths and different energies, we might discover a discrepancy. And that will be a clue. It probably will not give an answer to what is the real theory, but it will give us a clue to look for a better theory. Another theory was brought very recently, I think a few months ago, by a professor emeritus of this university called André Meder. You might have heard about this, and I have to go back to my notes because it's quite complex. It's called the scale invariance of the empty space. The idea that the vacuum remains invariant to scale. Whatever you do with it, do you contract it or expand it with the universe? It made some noise last year. I was criticized as well. What do you think of it? Have you heard about this, and what do you think yes, of it? I heard about it. I think it was a year ago, right? Oh, okay. Yeah. Yeah. I mean, it's always good to contemplate every possibility. At that stage, it wasn't entirely clear, at least to me, how much you could really help with the fundamental problem of the cosmological constant problem. And there's a lot of. I present a problem that we have, but there's a lot of physics and observations that we have. It's two very solid theories, and they're much more than theories. They're very consistent with observations and with experiments on so many levels. So while I present many different models, and there are always some that come up, we have to be extremely careful in making sure that they are entirely consistent with everything that we do know. Quantum field theory and the standard model of particle physics is extremely we don't have so much room to play with it at WISH. And so it's not only that, but we also need to embed our thoughts into a fully fledged theory, just like the standard model of particle physics. So it's not that we can just change the properties of the vacuum at WISH. We need to understand how that would come into a fully fledged theory and then be consistent with everything that we know so far. So it's a delicate balance between the two. But still, I was struck by the harsh words used in some articles by your colleagues to really criticize the theory, saying, no, it's bullshit, if I can say that. Maybe I won't make any comments. Okay. So I'm turning now to the audience. Are there or many questions? So I'll start here, and then Madame, and then here. So first in the front, then I'll go to the back. Just Monsieur en gris. Thank you. I have two questions for Ms. Ram. The first one has to do with your findings and how it relates to the work done by CERN regarding the origins of the universe. Does it punch any holes? That is supported? If you could give us. The second one, I have problems conceptualizing the infinity of the universe with what you said, that there is nothing outside of it. I cannot reconcile those two things. Thank you. Thank you for the question. So with respect to the connection with what is being found at CERN, what I have presented so far, I should say, it's not my findings. It's the community finding. I have almost no part in playing into these findings. The finding that the universe expansion is accelerating is that of my colleagues, is not mine. And the cosmological constant problem or the vacuum energy problem has been formulated not by me, but by others. So my contribution is in working towards trying to understand them. But in connection with what has been done at CERN, the energy scales are very different. So what we're dealing with here is something which is at the level of distances of the whole universe. So in terms, if we want to translate that in terms of energy scales, it's extremely low energy scales.
That's what we're observing. We're looking at something which is extremely low, and the amount of vacuum energy that we need to have, as I explained, on our everyday life already is extremely low. So compared to CERN energy level, is extremely low. It's not something that will interfere with CERN experiments at all. What's going on at CERN is very high energy experiments. So it's they are complementary and they're completely consistent with one another. What CERN does is more related to quantum field theory, to the standard model of particle physics, and gives us an understanding of the description of the particles and as waves, really as we call them fields, and how we can think of the quantum corrections given by them. And our understanding of that is completely, absolutely consistent with what is done and needed to be done at CERN. People look at the quantum loops at CERN, they have to compute it to a very high accuracy, to a high number of loops, and it's all, our understanding is exactly on the same page, so it's all consistent. With respect to the second question, the limit the of nothing, yes, you know. This is counterintuitive, but it doesn't make it wrong. We are not meant necessarily to be able to picture that. We're not very comfortable with dealing with infinities, but it doesn't mean that the universe has to be finite. It doesn't necessarily mean that. So, I mean, there is our issue with conceptualizing it, and then there is nature. And certainly what nature does doesn't care about how we think of it. However, if it's too hard for us to think of having the universe infinite, it is not completely inconceivable that it is actually closed. And maybe that's simpler, or not simpler, but it's something that we can conceive, having a universe being closed, and then it would have a finite volume of that closed surface, or 3D surface. That's a possibility. Observations don't seem to be going to that direction. It doesn't seem like the universe is necessarily closed. It could be spatially flat or spatially open, which would mean that it would actually be infinite. So the universe is infinite. It's possible that the universe is infinite in size, but we still talk about the volume of the universe. We still talk about the size of the universe. I keep talking about the cosmological scales of the size of the universe. What I mean by that is the observable universe. Because the universe expansion is accelerating, there's objects which are very far away from us that are moving so fast away from us that the light that they emit, they will never be able to reach us, and so it will be unobservable from us. So in this sense, this universe has an observable edge. But it doesn't mean that there's anything physical there. The observable universe for me and for you is slightly different. That's right. But yet, what we both observe in any direction is hopefully exactly the same. I have to say myself that, of course, we all struggled with this. I think we all, when we first learned about these concepts, we struggled. But after thinking about it, I think it is now, for me, a lot more difficult to imagine an edge to the universe, because then what is the rest? The universe is everything, so it does not have an edge. And that, to me, is more natural. Whether it's finite or infinite, that we need observations, and that is still difficult to conceptualize if it is infinite. But having an edge, I think it's almost like thinking about the flat Earth as a finite, a finite flat Earth on 4 turtles. You could imagine an infinite flat Earth, but edges, I think that's the unnatural concept. There was one question here. Bonjour. Pour revenir, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour revenir par rapport au bord de l'univers dont on discutait il y a quelques instants. En fait, donc on sait que l'univers tourne. On est d'accord. On est d'accord, hein. On sait que l'univers tourne. Donc il tourne autour de quelque chose, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, peut-être plus tard avec vous, je ne sais pas. Donc l'univers tourne.
On sait que la vitesse de la lumière, c'est une constante. Donc, s'il est en expansion et que son bord tourne à la vitesse de la lumière, puisque c'est à la vitesse maximale. Vous comprenez ce que je veux dire? mais quelle est votre question, monsieur? Non, mais en fait, c'était pour revenir. En fait, j'ai plusieurs questions. Mais alors, une, s'il vous plaît. Choisissez. Non, c'est pas une question, c'est une réflexion. Donc, l'univers tourne. Donc, c'est une sphère. On est d'accord. Donc, il y a un centre. Nous sommes d'accord. La question, ça peut être ça. Est-ce que l'univers tourne? Non, c'est très important. C'est très important. Alors, laissons répondre les dames. C'est pour répondre aux alors, monsieur, laissons répondre nos invités. Donc, l'horizon de l'univers. Donc, si l'univers tourne et qu'il est en expansion, bon, j'ai pas envie de trop monopoliser la parole. Donc, l'univers est en expansion. L'univers est en expansion, on est d'accord. Il consomme de l'énergie. Donc, son champ gravitationnel grandit. Et il tourne. Donc, il tourne à la vitesse de la lumière. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que vous voulez en venir, monsieur, s'il vous plaît? Non, c'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Claudia? D'accord. Alors, peut-être on s'arrête là. Est-ce que l'univers tourne, finalement? Si vous prenez une route... Attendez, laissez-les parler, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas très bien sûre de comprendre ce que vous voulez dire par l'univers tourne. Yes, Attendez. The way I understand something going round is going round a center. And we don't believe the universe has any special place that doesn't have a center. I am the center of my observable universe. You are the center of your observable universe, and there's a very strong overlap between those two. But neither you nor I are the center of the universe. Je propose de continuer cette discussion tout à l'heure, s'il vous plaît. Madame, il y avait une question ici devant. La dame au deuxième rang, au troisième rang. Et après, on va passer sur Twitter, parce qu'il semble qu'il y ait des questions aussi là. Merci, Professor Durham, for extremely informative conference. Pendant longtemps, les particules virtuelles étaient parmi les meilleurs candidats pour la création de la pression ou énergie latente de la vide. Il semble d'être moins fréquemment cité maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la logique ou l'argument pourquoi les particules virtuelles sont plus candidates de grand intérêt? Merci. So actually, the notion of virtual particles is kind of related to what I was trying to describe as what is present in the vacuum. In the vacuum, there's constantly some quantum fluctuations and constantly creation and annihilation of virtual particles. We may not necessarily be able to detect them, but it is there in the vacuum. And so this is definitely one candidate for cosmological constant for dark energy. On passe peut-être sur Twitter. Sorry, we switch now to Twitter. There are some questions on Twitter. There's one on dark matter rather than dark energy. And the person asking the question says, well, why do we need dark matter? Maybe we just got the mass of the objects wrong. So I have to admit I'm not a specialist in that. I have given what is one of the most intuitive way to think of why we should have dark matter, l'énergie noire, la matière noire. So we can account for all the visible mass. So there's all the luminous mass, and we can account for even black holes. We can account for the dust present in the galaxies, and none of that it's not that one person made a calculation and got it wrong. There's also different ways to account for all of this standard luminous mass. Doesn't account for the gravitational mass that stars on the edge of galaxies see. And it's not just a small error. Actually, the
just the luminous mass that we can account for is only 5% of the total mass of the galaxy. So it's a big discrepancy. It's not that we just forgot to count 1 or 2 stars. It's really a big thing. And even if you think, well, maybe there's a bigger black hole at the center of the galaxy than what we would have expected, it still doesn't account for all of that. But more importantly, this is just one of now many evidences we have, cosmological evidences that we have, on the existence of dark matter. I've shown that simulation. It was a numerical simulation that showed how dark matter gets clustered into into filaments, and how that led to the seeds of clusters of galaxies and then of galaxies. These are numerical simulations that account for the existence of dark matter. And we couldn't make any of that. We couldn't make sense of the current universe if we hadn't accounted for all the dark matter that needs to be present. The whole evolution of the universe that we observe today, which is consistent with observations today, only makes sense if dark matter is present. If it isn't present, it's not compatible with what it is we're observing, from not only just from this galaxy rotation curves, but from X-ray in one part, from structure formation in another part, from the observation of the cosmic microwave background in a third part, from many different types of very complementary cosmological observations. And there's another question which is then related to dark energy, which maybe we can paraphrase a little bit from what was asked directly, and that is to know whether the density of the dark energy is changing with time. Yeah, so that's a good question. The real answer is, since we don't precisely know what dark energy is, I don't know the answer. If it is a cosmological constant, or if it is really dark, the vacuum energy, then we would expect the density itself to remain constant. But if it is a different type of dark energy, then the density could itself slightly decay in time. That's possible. In principle, we could conceive the fact that the density could increase in time. Typically, models that would predict that, they're not very stable. But in principle, we could conceive that as well. I'd like to go back for once, or in the middle. There are 2 questions here. So the man with the red shirt, please. I would have a question to both panelists. How would you react to the idea known in India and based upon medial perception of sages that there are billions of universes, and the other position, a bit more intermediate, in the Western academic world, that there are multiverses? How do you deal with this? I'll let Claudia give the scientific answer. But I have to say that I find the idea of parallel universes, multiverses, different universes beautiful, but very difficult to test. So there's a difference between things that we like to believe or things that we want to believe as a scientific theory that we can test. And so far, at least from what I understand of multiverse theories, there are not yet predictions of that could be tested. It's an idea, but and there are many theories like that, and that doesn't mean they're wrong. It just means that we can't decide scientifically whether they are true or not. But at the same time, some say that the black holes are, entry doors to this other universe, or could be or so. And you're working on black holes, on LIGO, etc., yes, on merging of black holes. Yes. And with LISA and ELISA and LISA coming in space in 2035, yes, 20 years. And astronomers have been working with black holes, and we have been looking at, in different ways, at black holes. And we cannot tell whether inside the black hole is a door to another universe, because
we cannot tell what's inside the black hole. Now, there might be ways to see what happens. It might be that, for example, we see a black hole evaporate. And then we can see whether there's something that remains in there. Of course, that current predictions for how long will it take for the black holes that we know to evaporate are certainly beyond the life we have, the life our solar planet, will, at least our Earth will have, so we won't have time for that. But there are ways about perhaps creating small black holes that evaporate faster. That's something that has been talked in CERN. So I don't discount the idea that we could test what's inside the black hole. But we don't know at this time. We cannot tell what happens or doesn't happen inside the black hole. Let's talk about the idea, and I'm here transforming myself into a cosmologist for a while. No, but that our universe is surrounded by a multitude of other universes. Could that be the reason that it's exploding and accelerating in its explosion? Could that be, the attraction of those other universes around our universe why not explain? So that's already kind of accounted for. We know that the observable universe, that's not all there is. There is an infinity of things around us, just part of the universe as well. So that's already accounted in understanding the expansion of the universe. It doesn't account that this expansion should be accelerating, because you can think of it more locally, that if you have something very far away from you, it's not going to have a huge effect to you. So having lots of stuff beyond our horizon won't necessarily help us understanding what the accelerated expansion would be doing. There are some notion of entropic principle, where the only reason why this cosmological constant, we're trying to find some alternatives, is because it's natural, what I would call natural value or natural contribution from vacuum energy is so much larger than what it is observed. And there's some thought formulated along the lines that maybe it doesn't even need to be multiverses, but maybe there's different phases in our universe, or maybe there are multiverses and that take just different realizations, and we just happen to be in a realization of the universe where the bottom line is that the cosmological constant or the dark energy is small, and if it hadn't been small, then we wouldn't have been here to observe it and to ask ourselves this question. This is possible, but it's extremely hard to prove. It's extremely hard to find signatures of such a thing. And so is it really physics if we can't never disprove it? Or is it more of an explanation that satisfies us? But we want to do physics, we want to explain it, and if we can't find any ways to disprove it, we'll never be able to prove it. We'll just be able to be satisfied. But you're bringing an interesting point. Will observation always be the final judge on everything that you're doing? Observing what is being theorized by... Yeah, it's very important, yes. Yes. Yeah, that's what we believe in science in general. It's not only observing it, it's reproducing it, having reproducible observations. I mean, that's the basics in medicine, right? I mean, it's not just physics, it's science in general. It's only if you can reproduce the experiment, the observation, and the explanation works for all those experiments, then you have a good theory to make predictions and to work with. There was one question, yeah, just there, and then we come back to Twitter and then in the front. Please. Thank you for a great presentation. Quick question. At a moment in your presentation, there was a slide with a myriad of different theories that are now competing. Of those theories, and there was massive gravity that was mentioned by Professor Dürr, that is your work particular. How many of these theories discount completely dark energy, and is massive gravity amongst them?
You are very sharp if you managed to see massive gravity out of all of those. So is one part of the question, how many of them discard the need of dark energy? In reality, not many, maybe 3 or 4 out of them. Most of those models, they would they lead to a new candidate for dark energy. Most of those models, they would postulate the fact that the cosmological constant of the vacuum energy is 0 for a reason that we can't completely explain at the moment, but maybe there's a symmetry that would set it to 0, and maybe there's something that evades us in computing more precisely what the vacuum energy is or the quantum corrections to the vacuum energy is. So it has to be actually 0 and lead to a new candidate for dark energy. There's a few of them. Massive gravity originally was one of them, for instance, that tried to accommodate the cosmological constant problem. As for the fact that, well, maybe this seems to be a discrepancy between the value of the accounted value of vacuum energy and what it is we're observing. It seems to be a discrepancy because, once again, we're using the laws of general relativity, and that's where the contradiction is. And so if we modify the law of gravity, maybe this amount of vacuum energy is actually what is responsible for the acceleration of the universe. There's no theory, including massive gravity, that can really prove that this is done in a successful way right now. This was the aim for massive gravity, in particular, for all the theories which are analog to that. It's not entirely disproven, but no one can say that it's really doing what it is supposed to be doing. It's a very hard thing to do. As it was part of the question, the standing of that theory with respect to observations? No. Okay. It was just curiosity. Is it one of the 3 or 4 theories that in somehow can bypass the whole question of dark energy? Yeah, so some of these theories, they just accept vacuum energy, the cosmological constant, as being the source for the acceleration of the universe. So we go back to Twitter, and then Monsieur, there. Yeah. There is one question which actually comes from somebody who says all of that rests on observations of supernovae, very far away, being just a bit fainter than what you would expect. So the effect is relatively small, and to which you would add that we don't know the physics of supernovae that well. We have to tweak a bit around to make them standard candles. So in the end, how sure are we that the universe is accelerating? So again, the answer is very similar to what the answer for dark matter was. I presented one, I didn't even mention too much the notion of supernova, but I mentioned this relation between velocities and distance of objects, and that's what leads us to the belief that there is acceleration, and that's what the Nobel Prize was given for. But it was really given for recently, and not when it was first discovered, because in the meantime, there's been so many other cosmological observations that all really converge to precisely the same observation than what, to the fact that the universe is accelerating, and that they rely on very different physics, on very different distance scales, again, from the cosmic microwave background, from structural formation, from very different baryonic acoustic oscillation, which is very different independent physics from different teams, but I would rely on independent physics that all converge to precisely the same thing. So we are very sure. Before I come back to you, sorry, just a second. I'd like to add something on this. It was 20 years ago, but were we here in '97, we wouldn't talk about this at all, right? So this discovery opened so many questions. That's the beauty of science as well. Is it never-ending? Will we ever open thousands of new doors with each new discoveries? Yeah, absolutely. It's like that. Every time we make a new
we answer one question, we think, or we make a new, I say we, in the colloquium, we make a new discovery, there's a new door, there's 1,000 new doors that open, and that's the beauty of physics, I think. I think you can tell a story. I don't know which story is that. Well, that's for tomorrow. But it is true that in the history of physics, there has been several times, I mean, beginning with the Greeks, we thought, as a civilization, we thought that everything was about to be known or was known already. And that has been proven wrong. Every time we understood a bit more, we understood how much less we knew than we thought we did. Monsieur. Oh. No, there's a question there, excuse me. Hello? Monsieur? Yes, thank you for your presentation. We're looking for unknown elements that repel and other unknown elements that attract. The only thing in common seems to be that they're unknown. I just wanted to be sure, because of their mode of operation and scale, we are quite sure they could not be two aspects of the same thing. Thank you. For black energy and dark matter. So the question is, are we sure? Are we sure that this dark matter and dark energy could not be two aspects of the same thing? So there are models that try to explore if they're connected to one another, possibly, but we need elements that, for which the intrinsic scale is very different. As I've shown, you need to have some clustering about the clusters of galaxies and the galaxies. So you need to have, on one side, this clustering, and then on the other side, you also need to have something which has a constant density. So you can try, in principle, to, just because they are known, you can say, well, they're both unknown, so maybe it's just two sides of the same thing. That is possible, but when the scales involved are so very different, it's not entirely clear it's not clear that it's fair to say that we're going to explain them both at the same time, because the precise physics that we need to explain both is actually quite different. They operate on very different distance scales with, yeah. So we have to run, but I'll take the last three questions that, from the people who raised their hands, starting here. Yes. Ma première question vient d'être posée par vos prédécesseurs. Alors, la deuxième, c'est que des physiciens nordiques ont affirmé que globalement, l'énergie des ondes magnétiques était supérieure à la gravité, globalement sur tout l'univers. Ils ont affirmé ça, peut-être influencés par les aurores boréales. Et puis, notre question, c'est que les ondes gravitationnelles modulent-elles la courbure de l'espace est détectable en cet état? Et ma dernière question, c'est pourrait-on féliciter nos interprètes? Je le ferai tout à l'heure. Je me charge de la dernière question. Mais alors, les deux premières. Mais peut-être on peut en discuter ensemble après. Peut-être c'est un point. It's a little bit of a technical question. So shall we discuss about it afterwards? On vous propose de venir poser la question directement à Madame de Ram juste après la conférence. C'est un peu technique, comme il disait. Je passe tout de suite la parole ici et la dernière question là-bas, s'il vous plaît. Derrière vous. Ah, pardon. Alors, pour que l'expansion soit continue et accélère, il faut toujours plus d'énergie pour pouvoir lancer pastèques et cerises et pommes partout. Donc, la théorie de l'emmental, c'est-à-dire une bulle qui se développe dans une masse d'énergie qui n'a pas d'espace ni de temps et qui grignote l'énergie de l'extérieur, parce qu'il faut de toute façon toujours plus d'énergie pour que l'expansion s'accélère le plus. Est-ce qu'elle n'est pas véridique enfin, elle est plus proche de la réalité, parce que l'énergie, il faut bien qu'elle la trouve quelque part. Alors j'ai entendu dire qu'il y a l'expansion, qu'il y a la théorie de l'emmental, c'est-à-dire des bulles qui se développent dans cette masse d'énergie qui n'a pas donc l'univers n'a pas de limite, parce qu'au-delà de là, on peut pas y aller. So, vacuum bubbles. We really don't like the idea that energy is not conserved, but energy conservation is actually a luxury coming from if we had time translation invariance. So if the universe was static in some sense, then we would have conservation of energy.
in an evolving universe where things are not the same at different time in the age of the universe, we don't have conservation of energy as we know it. This is replaced by another aspect introduced by Einstein, which is covariant conservation of the whole stress energy momentum tensor, and that's the rules that we have to follow. And what we're proposing, what we're working with, what dark energy is doing, is playing with that game. It is fully conserving what it has to be conserving. It's just not conserving our notion of energy as we know it in a standard time way. So there's no need to explain why there is lack of conservation of energy. It can come from the geometry itself. I'm sorry, I'm going to take the last question. Time is running really late, and the last question was there. Yes. Merci aux conférencières là, pour leurs exposés très complets. Ma question, c'est parce que en ce qui concerne les particules chargées électriquement entraînent un champ électromagnétique. Et on a parlé souvent du champ de Higgs. Donc, est-ce que la particule de Higgs existe? On a souvent parlé du champ de Higgs. Est-ce que la matière sombre ne serait pas expliquée par ce champ de Higgs? Est-ce qu'il y a un lien? Is there a link between the Higgs boson and dark energy or dark matter? At the moment, we see no interactions at the level which we're working. It's not the Higgs boson is interacting far too much with the particles that we know to explain dark matter. Dark matter it shouldn't interact too much with itself even, so it's mainly interacting gravitationally. So the Higgs boson cannot accommodate for dark matter. And now it's possible that there could be some very weak interactions between dark matter and the Higgs boson, but these have not been observed at the moment. So, as you know, I like to end those colloquium by a quote. And when looking for a quote for tonight, I typed many names. And when I typed Stephen Hawking just by hazard, he didn't have a quote on black holes, his main subject of work. The quote I found of late Stephen Hawking, was this one: "The missing link in cosmology is the nature of dark matter and dark energy." So is that really the one link that we're looking for that could explain? At the moment, that's the open question. But once we answer that question, we're sure there'll be other ones that will come up. You? I have to say that when I was studying in college, I first learned about the dark matter problem. And I said, well, I mean, science progresses so fast, but that by the time I am a grown-up, I will probably know about that. And now we have more mysteries. So I don't think we can predict when the answers are found. Thank you very much for this nice discussion. I think a big round of applause. Voilà. Il me reste à, encore une fois, remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque. Et cette fois, c'est vrai, les interprètes qui sont là-haut, qui font un gros travail. Il me reste aussi une dernière communication à vous inviter, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à passer au Parc des Bastions, juste à côté, à 6h, 7h ou 8h, d'ici le 21 novembre, pour voir le spectacle. Donc, vous voyez quelques images ici. Un magnifique spectacle de 20 minutes, aussi, dans le cadre de ce Colloque Wright. Voilà, je vous donne rendez-vous demain avec la conférence de Gabriela Gonzalez et encore vendredi. Bonne soirée et merci. Thank you.